Si tu fais du vélo un peu, souvent ou tout le temps, tu dois absolument découvrir Physio-Vélo, le partenaire officiel de Parle-moi de santé. La clinique Physio-Vélo, c'est la référence pour le positionnement sur le vélo, communément appelé le bike fit. C'est une équipe de physiothérapeutes passionnés et à la fine pointe des connaissances pour te rendre confortable sur ton vélo, peu importe le type de vélo que tu as. Vélo de route, vélo de ville, fat bike ou vélo électrique, que tu sois un cycliste du dimanche, cycliste pour ton transport ou un cycliste confirmé, c'est la place à aller pour prévenir ou régler tes bobos à vélo pendant les 4 saisons. Imagine avoir accès à des experts de la mécanique du vélo et de la mécanique du corps humain au même endroit. C'est exactement ça l'ADN de leur équipe. Alors, si toi aussi tu fais un peu ou beaucoup de vélo, appelle chez Physio Vélo dès maintenant pour voir comment ils peuvent t'aider. Tous les détails sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec les cliniques Sigonia. Présente à Sherbrooke et Granby, Sigonia, c'est une clinique interdisciplinaire pionnière en santé pelvienne et en périnatalité. Son équipe de professionnels de la santé, incluant des physiothérapeutes, accompagne des femmes à travers toutes les grandes étapes de leur vie, de la grossesse à la préparation de l'accouchement jusqu'au postpartum et à la ménopause. Incontinence, douleur sexuelle, descente d'organes, sécheresse ou inconfort intime, ces enjeux sont trop souvent passés sous silence et ils trouvent des solutions concrètes et humaines grâce à l'expertise de Sigonia. Leur objectif, c'est de redonner aux femmes confort, confiance et qualité de vie à chaque étape de leur parcours. Pour en savoir plus, consultez leur site web au sigonia.com. Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, de retour pour une nouvelle année au podcast. Bienvenue en 2026 et bonne année surtout à tout le monde. Épisode 99 aujourd'hui pour débuter l'année. On approche donc le 100e épisode qui, pour les personnes qui suivent le podcast, savent que ce sera un épisode spécial, un événement spécial en direct vendredi le 30 janvier à la salle du ministère à Montréal. Les billets sont totalement vendus. Ça s'est en fait envolé en quelques jours. Par contre, il reste des billets illimités pour assister à l'événement en web diffusion en direct. Donc, l'épisode spécial de 3 heures avec 6 invités, le pharmacien, Bernard Lavallée, Blaise Dubois, Guillaume Coutu, Lisa Mariontois, Maude Bouchard. 6 invités de marque pour parler de 6 sujets différents. Ça va être vraiment un événement mémorable. Et un épisode très spécial. Et pour les personnes qui assisteront en direct, que ce soit en personne ou en web diffusion, vous aurez la chance de poser des questions en direct aux invités. Donc, n'attendez plus pour vous procurer votre billet à distance. Si vous n'avez rien à faire cette soirée-là, un vendredi soir, 30 janvier, qui risque d'être une soirée de froid où ça peut être très bien d'être dans son salon à regarder la télé. Un événement marquant comme ça. Donc, rendez-vous dans la biographie Instagram de Parle-moi de santé ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode de celui-ci pour trouver le lien vers les billets pour acheter un billet en web diffusion. Voilà, les billets sont au très faible coût de 10 petits dollars. Alors, au menu aujourd'hui pour l'épisode 99, on va parler de la ménopause et du rôle de la physiothérapie ou des implications en physiothérapie en lien avec la ménopause. Pour l'occasion, j'ai reçu Marie-Ève Prince, qui est physiothérapeute, directrice générale et fondatrice des cliniques Sigonia, experte en santé pelvie-périnéale, santé pelvienne, santé de la femme. Elle enseigne également au programme en physiothérapie à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke dans ce domaine d'expertise-là. Elle est également chroniqueuse bien connue à Radio-Can. Et on a essayé de faire un bref tour d'horizon sur la ménopause, qui est un sujet assurément vaste. Donc, vous comprendrez qu'on a dû choisir les sujets d'intérêt. Mais on a essayé de démystifier qu'est-ce que c'est la ménopause, quel genre de changement que ça amène chez la femme, les changements hormonaux, mais aussi quels impacts physiques ça peut avoir, quel type de problématiques que la ménopause peut amener ou favoriser chez la femme qui nécessite une approche en physiothérapie. On a aussi parlé de comment la physiothérapie est importante, pertinente et aussi efficace pour aider les problématiques
qui peuvent être amenés ou qui découlent de la ménopause. On a parlé de ce qui est fait en physio pour les différentes problématiques. On a parlé des compléments à la prise en charge en physiothérapie, notamment la prise en charge médicale, l'hormonothérapie. Puis on a aussi démoulonné plusieurs mythes qui persistent en lien avec la ménopause. Donc vraiment un épisode où j'ai assurément appris énormément. En fait, je suis parti avec très peu de connaissances sur le sujet. J'ai dû bien me préparer pour l'épisode. Donc, j'ai été très heureux d'apprendre plusieurs choses sur le sujet. Et voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode, le premier épisode de 2026, épisode numéro 99, sur la ménopause avec la physiothérapeute Marie-Ève Prince. Bon, alors on est parti aujourd'hui pour un autre épisode avec Marie-Ève Prince, qui est physiothérapeute experte en santé périnéale et pelvienne. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci Alexis. Je suis très content de te recevoir. C'est le deuxième épisode en collaboration avec Sigonia. J'avais reçu Jessica, qui est une de tes collègues physiothérapeutes, il y a quelques années. On avait parlé de douleurs sexuelles chez les femmes. Exactement. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vaste et qui est passionnant. On va parler de ménopause. Sujet quand même large, mais on va vraiment l'aborder d'un angle du et des physiothérapeutes dans le monde de la physiothérapie, comment on intervient ou comment on considère cette phase de la vie dans les interventions, quel genre de problématique ça peut arriver, ça peut amener. Puis, tu es assurément un invité de choix pour en parler. Je te laisse toi-même te présenter avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Fait que peut-être faire un petit tour d'horizon de tes occupations professionnelles pour mettre en contexte les auditeurs et les auditrices, je suis certaine, qui écoutent. Parfait. Moi, en fait, je suis graduée de l'Université de Montréal en 2000. J'ai fait ensuite ma formation en rééducation périnéale. Donc, je suis fondatrice, propriétaire des cliniques Sigonia, propriétaire de la clinique Sigonia à Sherbrooke. Nous avons maintenant 2 cliniques, Sherbrooke et Granby. Et puis, je suis aussi chargée de cours à l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal au microprogramme en rééducation périnéale et pelvienne, à l'Université de Sherbrooke au programme de maîtrise en physiothérapie, mais aussi au programme de doctorat en médecine pour les étudiants, par exemple, qui ont à prendre, par exemple, l'examen gynécologique et pour les cours de base aussi aux étudiants en 2e année médecine. Et je suis chroniqueuse à Radio-Canada pour, en fait, des chroniques de santé pelvienne, là, littéralement, et aussi à plusieurs participations en moteur de recherche. Fait que tu es assurément une habituée du sujet. Puis quand on parle de ménopause, en général, c'est un sujet qui est quand même très vaste. Hein? Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas faire un A à Z complet sur le sujet, mais on a quand même un beau plan de match pour la discussion, puis on va être capable de faire un très bon tour d'horizon quand même des principales problématiques que ça amène. Puis peut-être aussi de défaire certains mythes en lien avec la ménopause, chose que je sais que tu aimes faire, défaire les mythes avec la science. Oui. Fait que d'entrée de jeu, là, de façon simple, la ménopause, c'est quoi à la base? Bien, en fait, faut comprendre que la ménopause, c'est pas juste une situation hormonale. Hein. La ménopause, c'est vraiment un ensemble de symptômes, donc des symptômes qui vont apparaître là, autant au point de vue musculo-squelettique, au point de vue urinaire, gynécologique. Donc, je pense que d'emblée, c'est la place de la physiothérapie de s'occuper de ces enjeux-là qui sont un petit peu plus physiques entourant la ménopause. Il faut savoir que ce processus-là, c'est vraiment une transition qui mène à la ménopause. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une transition ménopausique. Donc, c'est plusieurs étapes qui vont mener à l'arrêt des menstruations. Donc, l'arrêt des menstruations va signer, en fait, le début de la ménopause et cette période-là, ensuite, va s'appeler la période post-ménopausique. Donc, tout le processus qui mène à l'arrêt des menstruations, on va connaître, évidemment, des variations hormonales. Donc, par toutes sortes d'étapes. Là, les femmes vont passer à travers une étape premièrement, qui s'appelle la préménopause, où il n'y a toujours pas de symptômes. Et là, doucement, en périménopause, vont commencer à s'installer toutes sortes de symptômes au niveau du cycle menstruel. Et cette phase-là est divisée en 2. Donc, périménopause précoce, périménopause tardive, où là, les symptômes vont s'accentuer. Les femmes vont commencer à avoir des espacements au niveau du cycle menstruel. Et tout ça est causé par la diminution des ovocytes. Donc, il faut se le dire, on est avec une quantité quand même importante d'ovocytes qui vont maturer, mais pour certains, ils n'atteindront pas la maturation finale et ils seront pas, en fait, ils provoqueront pas une ovulation en soi. Donc, plus qu'on vieillit, plus que ce nombre-là diminue et au bout de notre période, en fait, féconde, il va nous rester quelques ovocytes, mais qui seront pas capables d'être fécondés, qui seront pas capables de maturer. Donc, c'est là où la ménopause se produit et l'arrêt des menstruations avec les changements hormonaux qu'on connaît.
Qu'est-ce que c'est concrètement les ovocytes, si on le définit ou on le vulgarise là, pour le grand public? En fait, c'est les précurseurs des ovules. Donc, c'est les petites cellules qui, elles, vont maturer avec la stimulation hormonale et qui vont finir par être libérées lors du cycle menstruel de la femme. Donc, au moment de l'ovulation, il y a plusieurs ovocytes qui vont avoir maturé. Et il va en avoir un seulement qui va avoir atteint une maturation suffisante pour permettre une ovulation. Donc, plusieurs ovocytes vont finalement être phagocytés, donc mourir à travers ce processus-là qui arrive à tous les mois. Donc, inévitablement, c'est pas tous les ovocytes avec lesquels les femmes naissent parce qu'on est quand même avec 1 million d'ovocytes. À l'adolescence, il en reste 400 000, donc il y a quand même une élimination naturelle qui se fait. Et au moment de la ménopause, il reste quand même 1000 ovocytes à l'intérieur des ovaires des femmes, mais comme on disait, ce sont des ovocytes de moins bonne qualité et souvent, on n'est pas capable de les stimuler hormonalement pour que ça provoque l'ovulation. Donc, c'est ce qui explique là, pourquoi les femmes vont arrêter d'être menstruées finalement. Fait que ces 1000-là, c'est les derniers survivants C'est les du derniers cursus de la vie. survivants. Oui. Puis quand on entend périménopause, dans le fond, le fait que tu abordes le fait que ce soit une transition, fait que c'est une période, il y a comme un début et une fin, ça se fait sur quelques temps. En général, la partie périménopause, ça peut durer combien de temps? En fait, c'est variable, mais en général, c'est de 4 à 10 ans. Donc, à partir Quand du même. moment où on commence à avoir des changements au niveau du cycle menstruel, des changements hormonaux. Donc, la première phase, c'est vraiment souvent une réduction. Donc, le cycle menstruel va devenir un petit peu plus court. À partir du moment où le cycle menstruel change d'au moins 7 jours, on entre dans cette première phase-là, qui est la périménopause précoce. Et là, vont commencer à apparaître certains symptômes. Et c'est ce qui est impressionnant dans les dernières études, c'est qu'on observe maintenant qu'il y a des symptômes qui apparaissent beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Tu sais, anciennement, on avait l'impression que les femmes allaient développer des bouffées de chaleur quelques années avant la fin des menstruations, alors que là, on voit que même des fois, des jeunes filles de 35 et 38 ans vont déjà commencer à entrer dans cette phase-là, à avoir certains symptômes. Donc, première phase, c'est vraiment un changement au niveau du cycle hormonal qui est d'environ 7 jours. Et ensuite de ça, dans la deuxième phase, là, le cycle va commencer à s'allonger. Donc, les femmes vont sauter souvent 60 jours avant d'être menstruées. C'est dans cette deuxième phase-là que les symptômes vont s'aggraver parce que là, il y a un manque d'estrogène plus important. Donc, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, tous les symptômes liés à la ménopause qui vont s'accentuer davantage, là. Fait que c'est assez variable la durée, puis donc Oui. environ sur 4 à 10 ans. Mais à partir de quel âge en général ça va avoir tendance à s'installer, même si ça aussi doit avoir une certaine variété, tu sais? Oui. Ça ressemble à quoi en général le début, là? Bien, théoriquement, la majorité des femmes sont ménopausées à l'âge de 50 ans. Donc, si on fait OK. un 4 à 10 ans, généralement, le début de la quarantaine, c'est là où les premiers symptômes vont apparaître. Et c'est assez typique, mais il y a quand même des femmes qui vont aussitôt que 35 ans là, commencer à avoir des symptômes. Mais je dirais de façon générale, on est plus là au début de la quarantaine. Qu'est-ce qu'on entend par préménopause si techniquement les symptômes commencent juste au moment où on appelle ça périménopause? Tu sais, des fois, les gens vont Ouais. dire dans le discours public, Oui. je suis en préménopause. C'est ça. C'est-tu juste une déformation des termes en soi? Oui, c'est une mauvaise utilisation du terme parce que la OK. préménopause, c'est la phase qui précède la Le début des périménopause, symptômes. c'est ça. OK. Fait Donc, que- on est vraiment dans notre période complètement reproductive au niveau de la préménopause. Donc, il n'y a toujours pas de changement au niveau du cycle menstruel. Et ensuite, on va rentrer dans les premiers changements qui vont porter le nom de périménopause. Donc, c'est une mauvaise utilisation OK, je du mot. comprends. On devrait vraiment dire « je suis en périménopause » et non en préménopause. C'est peut-être juste le fait que les gens, peut-être les personnes qui se disent en préménopause se trouvent trop jeunes pour avoir le statut, Oui, tu sais, c'est ça. périménopause. Puis que là, bon, peut-être par manque de connaissances, ils vont appeler ça préménopause. Mais donc, si les symptômes sont arrivés, on est en périménopause. Puis ça peut être déjà au niveau de la quarantaine déjà, là. Oui, et je pense que c'est important de dire aussi, le terme ménopause est aussi mal utilisé parce qu'on va parler des fois d'une femme ménopausée, Ouais. alors qu'on devrait parler d'une femme en situation post-ménopausique. Parce que la ménopause, c'est la durée des dernières C'est ça. menstruations. La ménarche étant les premières menstruations, la ménopause étant les dernières menstruations. Donc, cet état-là ne dure que quelques jours finalement. Et après ça, on tombe en état de post-ménopause où les femmes vont être en post-ménopause toute leur vie. Mhm. Donc, c'est des fois une utilisation qui est peut-être moins juste au niveau du vocabulaire, là. Ouais. Ouais, qui C'est est vraiment comme une utilisé. phase décrite dans le temps avec les phases de transition. Exactement. Tu as déjà mentionné certains des symptômes que les femmes vont vivre, fait entre autres sueur nocturne, bouffée de chaleur. Je pense que c'est des choses que les gens reconnaissent Oui. de façon commune associées à cette période de transition-là. C'est quoi les autres signes et symptômes qui peuvent apparaître en général dans cette phase-là? Mhm. Euh,
il y a toujours bien beaucoup de signes et symptômes qui sont très systémiques, hein. On Ouais. parle beaucoup, là, et ça, on en entend de plus en plus parler, l'espèce de fog mental, le brouillard mental qui va s'installer, des pertes de mémoire. Fait qu'il y a des trucs qui sont très, très généraux. Mais avec la baisse de l'estrogène, on va nécessairement avoir des impacts au niveau musculo-squelettique. Donc, dans la deuxième phase, on parlait de la périménopause précoce et tardive. Dans la périménopause tardive, où l'estrogène commence à être en chute libre, c'est là où on va voir apparaître beaucoup de douleurs musculo-squelettiques. Donc, des douleurs aux articulations, des femmes qui vont dire, c'est drôle, maintenant, après mon entraînement physique, c'est long avant que je récupère, je suis très courbaturée, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus d'inflammation. Donc, ça, ce sont des symptômes qu'on entend beaucoup parler. Mis à part ça, il y a tout le volet urologique, gynécologique. Donc, inévitablement, avec la fin des menstruations, avec la chute de l'estrogène, on va se retrouver avec beaucoup d'atteintes au niveau du système urinaire, beaucoup d'atteintes au niveau du système gynécologique. Donc, incontinence urinaire, des descentes d'organes qui vont s'accentuer, la présence de sécheresse, d'inconfort, de douleur au niveau sexuel, la baisse du désir. Donc, il y a toutes sortes de beaux symptômes là, entourant cette sphère-là. Puis avec où est rendue la recherche sur le sujet, est-ce que la baisse de l'estrogène est vraiment le facteur comme qui est un peu le médiateur de toute cette cascade-là? Tu sais, on est-tu capable d'avoir la science pour nous dire qu'il y a une relation de cause à effet à ce niveau-là? Oui, absolument. En fait, l'estrogène qui est en chute libre avec l'arrêt des menstruations, mais aussi dans la dernière partie où il y a quand même encore des fluctuations, l'estrogène, c'est une hormone qui est hyper importante pour contrôler tout le volet anti-inflammatoire. Donc, à partir du moment où on diminue notre niveau d'estrogène, on tombe dans une situation très propice à développer toutes sortes d'inflammations. Fait que ça fait en sorte que l'inflammation va se jeter au niveau des articulations, au niveau des muscles et au niveau des muqueuses surtout. D'un point de vue urogynécologique, c'est la raison pour laquelle on explique qu'il va y avoir une dégradation de la qualité de la muqueuse au niveau vulvo-vaginal et le développement de toutes sortes de symptômes. Fait que c'est vraiment lié directement à la baisse de l'estrogène. Ce facteur-là inflammatoire, le fait que l'inflammation va prendre le dessus, ça va activer toutes sortes d'enzymes. Donc, si on veut les nommer, tryptase, collagénase, ce sont des enzymes qui vont être activées par la diminution de l'estrogène, par l'espèce de tableau inflammatoire qui s'installe. Et ces enzymes-là vont dégrader le collagène. Donc, ça fait en sorte OK. que... Ça change la qualité des tissus. ça change la qualité des tissus, la qualité des muqueuses. Fait que c'est pas un addon que la baisse d'estrogène amène des séquelles aussi particulières. L'autre responsabilité qu'on met sur le dos de l'estrogène, c'est aussi le fait que l'estrogène a un rôle important à jouer pour stabiliser la vessie. C'est-à-dire qu'elle protège l'intérieur de la vessie contre les irritations, contre les contractions un peu parasites qui peuvent arriver au niveau de la vessie. Alors qu'à partir du moment où cette chute-là s'installe, on va se retrouver avec une vessie qui est beaucoup plus active, donc qui OK. réagit à rien. Fait que les femmes, avec la baisse de l'estrogène, vont pas juste développer des fuites d'urine, vont développer des envies pressantes. C'est comme Comme un peu une urgence, là. Oui, c'est comme si l'urine devient un peu plus irritable pour la vessie, causée encore là par la baisse de l'estrogène et l'impact que ça a au niveau de la vessie. Et là-dessus, je fais une parenthèse parce que je reviens du congrès de l'Association des urologues du Québec et du congrès aussi à Vancouver qui a eu lieu récemment sur l'Association des urogynécologues américaines. C'est intéressant de voir à quel point, depuis quelques années, on parle beaucoup du microbiote Ouais, aussi effectivement. au niveau de la vessie, au niveau vaginal. Et ça, je pense que c'est un point qui est quand même impressionnant parce que c'est là où on se rend compte, tu me posais la question, c'est-tu directement lié à l'estrogène? Mhm. Oui, parce que l'estrogène va même avoir un impact sur ce fameux microbiote-là au niveau de la vessie, au niveau de la cavité vaginale et entraîner toutes sortes de conséquences. On a pensé pendant longtemps que l'intérieur de la vessie, que l'urine était stérile. Et là, oups, finalement, il y a des bactéries qui sont là et on se rend compte que ces bactéries-là gardent quand même un milieu qui est sain. Donc, ce sont des bonnes bactéries, un microbiote qui est fonctionnel. Et à partir du moment où on chute nos niveaux d'estrogène, on change la quantité de lactobacilles qu'il y a à l'intérieur de la vessie, on se retrouve avec une prolifération bactérienne qui vont donner des infections urinaires récidivantes, entre autres chez les femmes qui sont en période post-ménopausique. Donc, ça l'explique encore là de façon directe la baisse de l'estrogène et le développement de ces infections-là urinaires et ultimement même le développement des infections vaginales pour la même raison. Mhm. Puis le fait d'avoir autant de changements au niveau du système urogénital, c'est comme ça qu'on pourrait Mhm. l'appeler, Oui. j'imagine que ça a évidemment des impacts au niveau des symptômes ressentis. Fait que, tu sais, on a parlé déjà des douleurs musculo-squelettiques, de l'impact que ça peut avoir, mais j'imagine aussi au niveau de la fonction sexuelle, ça doit avoir un impact. Quel genre d'impact les gens rapportent en général,
que ce soit quand ils consultent ou de façon même dans les sondages, dans les études en général? Bien, en fait, les chiffres sont impressionnants. C'est entre 50 et 80 des femmes dans la période périménopause et postménopausique qui vont développer des sensations de sécheresse au niveau vulvo-vaginal. Est-ce que ça limite toujours à 100 les relations sexuelles? La réponse, c'est non. Il y a des Mhm. femmes qui vont vivre avec ça, qui vont utiliser un lubrifiant, puis ça va être correct. Ouais. Mais il y a quand même une prévalence qui est très élevée de ce symptôme-là. Il y a 25 des femmes qui vont développer des symptômes sévères. 80 des femmes entourant la période de transition ménopausique vont avoir des symptômes. 25 vont avoir des symptômes sévères. Donc, le symptôme de sécheresse vulvo-vaginale est quand même très fréquent et ça va engendrer des inconforts au quotidien, mais des inconforts, des douleurs aussi aux relations sexuelles. Donc, on n'est pas loin du cercle vicieux avec la baisse du désir Ouais. sexuel, la baisse de l'intérêt sexuel. Donc, ça fait partie aussi des causes là, qui expliquent tout ça, là. Puis aussi, la santé sexuelle ou le fait d'avoir des relations sexuelles, ça a un bénéfice pour la santé aussi, Oui. autant de toute la fonction des organes puis du système, puis ne serait-ce que le bien-être psychologique et autres. Fait que ça peut tomber dans un espèce de cercle vicieux, comme tu dirais, en lien avec ça, là. Oui, absolument. Puis c'est la raison pour laquelle aussi, chez ces femmes-là qui présentent des douleurs, euh, on n'encouragera pas la négligence de Non, ce c'est ça. symptôme-là. C'est que des fois, on peut se dire, ah oui, mais j'en ai plus de pénétration, c'est pas Mhm. grave si c'est un peu sec. Il y a quand même un avantage à avoir une muqueuse qui est en bonne santé, ne serait-ce que pour augmenter la circulation sanguine, pour s'assurer justement d'avoir un microbiote qui est fonctionnel, parce qu'on sait que si la circulation sanguine, si le mouvement se fait, on va favoriser le développement en fait, la persistance et l'équilibre au niveau des bonnes bactéries. Fait que ne serait-ce que pour ce confort-là, c'est important. Et effectivement, ça peut avoir des impacts sur toutes sortes d'autres facteurs là, Ouais. si on laisse ça aller, évidemment. Fait qu'on encourage littéralement les femmes en fait, à garder en tête que cette fonction-là doit être maintenue. Il y a même des études qui sont assez comiques là, qui ont été relevées là, quand on était l'an dernier au congrès des douleurs sexuelles en Slovénie, où on nommait que ça prend environ 2,7 relations sexuelles ou activités sexuelles par semaine chez une femme dans la situation d'une période postménopausique pour maintenir la bonne santé vulvo-vaginale. Ah oui. Fait qu'on s'entend, là, 2,7 relations sexuelles par semaine, c'est pas réaliste pour tout le monde. Dans le monde d'aujourd'hui aussi, Non, des c'est pas, fois. c'est ça. Sauf que l'idée, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait du mouvement. Fait que Ouais, ça peut être la OK. masturbation, ça peut être Mhm. l'utilisation d'un dilatateur, des contractions de plancher pelvien, un toucher. Il faut qu'il y Hmm. ait un certain mouvement dans cette région-là, là. Parce que dans le fond, si on fait le comparatif avec plein d'autres, en fait, toutes les autres structures du corps humain, si on ne les utilise pas, elles Oui. se déconditionnent, leur fonction devient sous-optimale. Fait que, tu sais, on peut penser à nos articulations, nos muscles, notre masse osseuse. Fait que ça va de soi que le système urogénital doit aussi être utilisé pour maintenir sa fonction optimale, là. Oui, exactement. Puis même plus loin que ça, les femmes qui souffrent d'atrophie vulvo-vaginale et le fameux syndrome de sécheresse, s'il n'y a aucune utilisation de la région vulvo-vaginale, pas de toucher vaginal, pas de dilatateur, pas d'utilisation d'instruments, même, tu sais, des fois, les femmes vont avoir moins d'examens gynécologiques aussi, Ouais. donc moins d'interventions à ce niveau-là. Il y a littéralement une diminution de la profondeur du vagin, une diminution de la largeur du vagin. Il y a des vagins qui se referment complètement, Ah ouais. donc plus possible d'aller faire un examen de l'utérus. Là, ça devient petit. On peut plus insérer un spéculum. Donc, c'est aussi dans cette optique-là de prévention qu'on va enseigner aux femmes Ouais. l'importance de maintenir une certaine activité, du moins, là. Ne serait-ce que pour maintenir la capacité à Ouais. maintenir un bon examen médical s'il y a quelconque intervention ou évaluation à faire pour une autre condition de santé, par exemple. Absolument, parce que c'est le seul moyen externe Mhm. facile d'atteindre le col de l'utérus et d'aller faire, par exemple, une biopsie au niveau de l'endomètre. Donc, dans un contexte où il arrivait des saignements, si on n'a plus accès à l'utérus, ça complique la prise en charge d'un point de vue médical. Donc, ça a vraiment sa place d'assurer quand même un bon fonctionnement là, de cette région-là, absolument. Ouais. Puis j'ai mentionné la densité osseuse. Tu sais, as fait un tour d'horizon des différents systèmes qui peuvent être affectés. C'est quoi l'impact de ces changements hormonaux-là sur la densité osseuse qui est, tu sais, je pense, qui est de plus en plus aussi abordée chez les femmes, un peu plus peut-être, la pertinence et l'importance de maintenir une bonne densité osseuse, que ce soit pour la prévention des fractures reliées aux chutes ou, bref, juste pour la santé des os en soi. Ouais. Quel effet ça a, ces changements-là?
Bien, en fait, c'est certain que le lien entre l'estrogène et la santé osseuse est clair, là. Mhm. L'estrogène, c'est un hormone qui est très anabolique, donc elle va favoriser la construction osseuse. Fait qu'inévitablement, au même titre que la testostérone chez l'homme, à Ouais. partir du moment où on chute ces niveaux d'hormones-là, on va nuire à la construction osseuse. Ça, c'est officiel. Et à travers cette construction osseuse-là, bien, notre système musculaire s'y fixe aussi. Donc, on a vraiment un avantage à avoir un système en bonne santé. Donc, oui, on va même encourager chez nos patientes. Là, on est très dans le volet urogynéco, Mhm. mais la mise en charge, l'exercice physique, ça demeure hyper important pour prévenir la sarcopénie, pour Ouais. prévenir aussi l'ostéoporose. Donc, ça fait partie aussi, si on rentre un petit peu plus en détail dans le volet hormonal, quand on travaille en mise en charge sur une activité en mise en charge, une course à pied, une marche Ouais. en Ouais. montagne, etc., on va quand même activer aussi d'un point de vue hormonal certaines hormones dans les os, dont l'ostéocalcine, qui est une hormone hyper importante pour jouer sur la résistance à l'insuline. Et c'est là le point majeur, c'est qu'à partir du moment où on se retrouve avec une stimulation hormonale qui va favoriser une meilleure, en fait, qui va réduire la résistance à l'insuline, on va avoir une meilleure absorption de tous les nutriments, autant dans les os que dans les muscles. Donc, l'activité physique générale demeure hyper importante, autant pour l'os que pour le muscle et pour toutes les autres fonctions, évidemment. Ouais, puis d'ailleurs, en course à pied, là, ça, c'est une statistique que Blaise Dubois, en lien avec la clinique du coureur, partage souvent. La pratique régulière de la course à pied, tu as jusqu'à 70 de moins de chances d'avoir des fractures de hanches reliées à l'ostéoporose, qui est souvent la fracture, tu sais, qu'on redoute, là, parce que c'est Oui. des fractures de hanches qui peuvent amener les gens, évidemment, à être hospitalisés, mais souvent, ça peut être la dernière blessure qui sort quelqu'un de son domicile, puis ensuite, ça peut amener à une espèce de déboulement de conséquences, d'être en hébergement, d'être déconditionné. Fait que c'est une blessure qui est évidemment à prévenir. Ouais. Puis la pratique d'une activité en mise en charge comme la course à pied, qui est une activité très tu sais, accessible en général, là, Ouais. est Fait que bénéfique pour ça. puis à choisir entre les 2, effectivement, je pense que c'est une notion qui est importante à maîtriser. C'est à choisir Ouais. entre une activité. C'est certain qu'il faut s'adapter. Il y a des gens qui ont des douleurs que les activités dans un contexte de milieu aquatique, c'est plus adapté à Il peut leur y avoir une situation. progression aussi, là. C'est ça, mais visons quand même une certaine mise en Mhm. charge parce qu'on a un impact plus grand sur les systèmes via ces libérations hormonales-là. Là. Ça, c'est officiel. Ouais. Puis comme je sais qu'il y a des auditrices, tu sais, beaucoup plus jeunes que la ménopause qui sont à l'écoute, tu sais, de ne pas attendre d'être dans cette phase-là pour justifier le bénéfice de faire des exercices en mise en charge, des exercices de musculation qui vont maintenir la masse osseuse, la masse musculaire. Tu sais, très tôt dans la vie, on devrait essayer d'intégrer ça dans notre routine, tu sais, disons, de santé, d'activité physique, là. Oui, puis je pense que les chiffres sont quand même, ça parle d'eux-mêmes. À Ouais. partir de 30 ans, la sarcopénie devient importante. Sarcopénie, si on le résume rapidement, c'est la perte de la masse maigre, Ouais. donc la diminution de la grosseur des fibres musculaires, le fait qu'il va avoir une espèce d'atrophie musculaire qui va s'installer. C'est de 3 à 8 de perte de masse musculaire par décennie. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et Ouais. à ça, chez la femme, il faut additionner 0,6 à partir de l'âge où l'arrêt des menstruations se produit. Donc, ça grimpe rapidement après Mhm. l'âge de 30 ans. Donc, le capital musculaire, le capital osseux doit avoir été bâti avant. Ouais, moi, Et j'appelle ça les REER musculaires, les REER exactement. osseux, là. Comme ça, Ouais. tu récoltes les bénéfices rendus à la retraite, qui est habituellement autour de cet Oui, âge-là. après ça, on peut ralentir la dégradation avec notre mise en charge, avec Exact. notre activité musculaire. Et là, on parle du corps en général, mais il faut savoir que le plancher pelvien, je veux dire, c'est un muscle, donc Mhm. ça n'en fait pas exception. Ce capital-là va être bénéfique aussi Ouais. pour tout le volet urogynéco. Ouais, c'est sûr qu'en prévention comme ça, le meilleur moment pour débuter, c'était toujours hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est demain. Tu sais. Ouais. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à en faire. Exactement. Mais c'est sûr que le plus tôt, le mieux. Oui. Dans la clinique en général, parce que tu fais de la clinique, tu étais entouré de cliniciennes, les personnes qui consultent en lien avec des symptômes souvent musculo-squelettiques, physiques, qui ont été amenés par cette période de périménopause, c'est quoi leur histoire typique? Tu sais, ça Ouais. va ressembler à quoi un peu le parcours jusqu'à temps qu'ils arrivent dans ta clinique devant toi? Ben, c'est une bonne question parce que ce qu'on sait dans les données probantes, c'est que 50 des femmes arrivent à la ménopause pas préparées. Ça Hmm. veut dire qu'elles ne sont pas au courant de tous ces symptômes-là. Elles sont surprises, littéralement, par l'arrivée de symptômes parce qu'on entend les bouffées de chaleur, on entend l'irritabilité. Mais les symptômes musculo-squelettiques, ça ne fait pas nécessairement partie du jargon populaire. On n'en parle pas Ouais. tant. Donc, elles sont souvent surprises par ça. Après ça, il y a une partie de la clientèle qui va être référée directement par les médecins. Mais encore, faut-il que les femmes aient eu la chance de
la chance de s'exprimer et de nommer ces inconforts-là au médecin. Et c'est là où ça se corse parce que les études nomment que pour aborder un sujet intime dans une relation professionnelle thérapeutique, ça prend au moins 10 minutes de consultation. Avant 10 minutes, c'est très difficile de parler à son médecin qu'on a des démangeaisons, des fissures vaginales, qu'on a des inconforts, des hémorroïdes. Il faut mettre la table un petit peu pour ces sujets-là. Donc, malheureusement, ça passe un peu sous le tapis parce que la durée des rencontres, des rencontres médicales est souvent très, très courte. Ensuite de ça, il y a le volet aussi qui nous limite, étant le fait que les femmes ont souvent l'impression que lorsqu'elles vont nommer ces symptômes-là à une équipe traitante, que ce soit physio, professionnelle, que les seules options demeurent des options chirurgicales. Fait que ça fait en sorte qu'on reste un petit peu plus longtemps avec notre problème parce qu'on n'a pas vraiment le goût de s'en aller en chirurgie. Et même, j'ai le goût de dire que de l'autre côté de la médaille, il y a beaucoup de professionnels, autant du professionnel médical que des professionnels dans le domaine de la réadaptation, qui sont pas non plus au courant de toutes les options thérapeutiques. Donc, il y a finalement, c'est dur de se rejoindre à travers Il y a un tout manque ça. d'informations dans tous les sphères, Toutes les finalement, sphères. à tous les niveaux. Les femmes qui vont consulter de façon directe, là, mettons qu'on se dit les vraies choses, celles qui arrivent par la porte elles-mêmes avec une intention de régler leurs problèmes, ce sont les femmes qui ont des douleurs sexuelles. Donc ça, c'est beaucoup l'espèce de red flag elles vont tolérer bien des choses, mais à partir du moment où la douleur s'installe, souvent, c'est une raison Ça va de les amener à consultation. consulter. Absolument. Et si on regarde juste l'incontinence urinaire va être tolérée pendant 7 ans avant d'avoir une intervention qui va être faite. Donc, les femmes vont vivre 7 ans d'incontinence urinaire. Elles vont réduire leur activité physique, ils vont porter des protèges dessous, elles vont le camoufler avant de décider de consulter. Fait que, Quand même, c'est long, hein? C'est très, très long. Puis, je dirais la deuxième raison pour laquelle les femmes vont consulter d'emblée, c'est les descentes d'organes. Donc, la descente d'organes, le fait de se retrouver avec une bosse, une masse qui s'installe au niveau vaginal, c'est souvent très traumatisant. Donc, beaucoup plus que l'incontinence urinaire. Ça fait partie des plus grands traumatismes en santé pelvienne que les femmes vont rencontrer parce qu'il y a un volet de déformation. C'est anormal de voir ça. Donc, les gens vont s'inquiéter, mais il va y avoir une crainte majeure aussi de développer un cancer parce que quand on voit une bosse sortir, il y a comme une espèce d'impression que c'est une tumeur ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une porte d'entrée rapide. Je dirais donc douleur et descente d'organes, c'est les deux principales voies d'accès direct. Et après ça, les incontinences urinaires de longue date. Donc, les gens deviennent tannés de vivre ça puis vont finir par consulter. Là. Quand tu parlais du délai de consultation de 7 ans en incontinence, dans ton expérience, la force d'échanger autant avec des professionnels de tout type de milieu et les personnes qui vivent ces problématiques-là, les raisons que tu prédis, mettons, qui font qu'il y a ce délai-là, c'est-tu plus au niveau de on dit que c'est normal puis qu'on est supposé vivre. C'est ça, principalement? C'est principalement ça. C'est comme si on a banalisé le fait que ces symptômes-là, c'est normal. Surtout, le mythe classique, c'est une femme enceinte qui a eu des enfants, c'est normal d'avoir de l'incontinence. Oui, puis le terme incontinence urinaire, c'est un terme qui fait peur. Hein? Fait que les femmes qui perdent une goutte d'urine en toussant, en éternuant, elles ne s'identifient pas à une femme incontinente. Fait qu'avant de se donner cette étiquette-là, il s'écoule plusieurs années. Mais si on se dit les vraies choses, à partir du moment où on a plus qu'une fuite par mois, et une fuite, c'est une goutte qui tombe à un moment inopportun. Donc, on tolère une goutte par mois, mais au-dessus de ça, c'est de l'incontinence urinaire. C'est ça, les critères établis. Les critères établis sont là. Donc, à partir du moment où, une fois par mois, on fait du volleyball et on a des fuites, s'il nous arrive une autre situation, ben oui, ça nécessiterait une consultation, mais les gens vont amoindrir le problème pendant longtemps et se faire dire effectivement que c'est normal puis que ça va se replacer. Mais ça, je pense que c'est un mythe qui est majeur. Une incontinence urinaire, si elle n'est pas traitée, c'est rare qu'elle va s'améliorer d'elle-même. Là. Ouais. Donc, il y a une intervention à faire, puis il faut descendre un peu notre tolérance à cet inconfort-là. Tu sais, je pense que dans le milieu de la physiothérapie, les professionnels en physiothérapie, comme il y a plusieurs physiothérapeutes qui travaillent avec cette clientèle-là et qui ont cette expertise-là, c'est vraiment démocratiser l'idée qu'il y a des solutions pour l'incontinence puis qu'on ne devrait pas tolérer ça puis de dire c'est normal, il n'y a pas de solution. Toi qui côtoies beaucoup de médecins dans le milieu médical, est-ce que c'est rendu là, l'aspect démocratisé de on ne devrait pas tolérer ça, on ne banalise pas, on devrait consulter? Je dirais, écoute, ça fait quand même depuis 2000 que je pratique. Donc, dans les 25 dernières années, il y a une flagrante amélioration. Donc, pour moi, il y a vraiment un changement. Il y a un avant et un après. Donc, fut une époque où on ne croyait pas du tout à la rééducation périnéale, où
on normalisait, on banalisait l'ensemble de ces symptômes-là. Donc, ça l'a changé. Donc, pour ça, je suis certaine qu'il y a eu une amélioration qui est significative. Est-ce qu'on est au bout de nos peines? La réponse est quand même non. Il demeure quand même des fausses croyances encore, surtout dans le contexte, tu l'as bien nommé, Alexis, par rapport au postpartum. Donc, Ouais. oui, c'est normal d'avoir des fuites après l'accouchement. Ces genres de mythes-là sont quand même persistants encore. Ça s'améliore, mais il y a du travail à faire. La place de la physiothérapie a pris quand même beaucoup de crédibilité dans le volet incontinence urinaire. Doucement, ça commence à s'intégrer au niveau des prolapsus pelviens, au niveau des douleurs sexuelles. Là, on est au début des interventions pour les syndromes génitaux urinaires chez la femme, donc l'atrophie vulvo-vaginale. Fait doucement, on acquiert quand même une certaine avancée, Mhm. mais c'est pas demain la veille où toutes ces femmes-là qui mériteraient des soins vont avoir un accès parce Ouais, qu'ils ça, manquent c'est de le nerf de la ressources. guerre, il y a Ouais. l'accès. Puis je pense qu'il y a aussi ça qui limite beaucoup le référencement au niveau médical, c'est que les médecins ont aussi pas beaucoup d'options autres que le privé. Tu Ouais. sais, même si l'INSPQ suggère un accès euh, chez toutes ces clientèles-là au réseau public, on sait très bien que ça se fera pas demain matin. Donc, ça demeure quand même très, des fois, embêtant pour ces Ouais. médecins-là de ne faire qu'une suggestion d'aller consulter au privé. Je pense qu'il y a ce volet-là aussi qui rend peut-être le personnel médical un peu malaisé, là. Parce que dans un monde idéal, la consultation auprès d'un physiothérapeute qui a cette expertise-là en postpartum ferait partie du processus et du continuum de soins naturels et accessibles, tu En sais, fait, au il niveau du faudrait que réseau, ce là. soit fait comme ça. Ouais. Présentement, les recommandations vont sur certaines pathologies, donc on n'est Mhm. pas dans le volet préventif du tout à l'heure actuelle, mais c'est certain que si on regarde ce qui se fait dans d'autres pays, il y a d'emblée, par exemple en Europe, en France, ils ont des consultations prénatales, postnatales défrayées par le gouvernement depuis aussi longtemps que j'ai gradué Ah ouais. en physiothérapie périnéale. Donc, c'est sûr qu'on est loin de ça. Je pense qu'il y a une ouverture, il y a des recherches, on a quand même beaucoup de données probantes à l'appui pour justifier le recours à la physiothérapie, mais c'est un manque de fonds puis un manque d'effectifs aussi. Il faut former des physiothérapeutes qui sont capables d'offrir ces soins-là. Ouais. Donc, présentement, on est plus dans des collaborations privées, publiques qui sont intéressantes. Il y a eu des belles avancées récemment avec, je ne sais pas si tu as suivi là, la tollée par rapport aux fameuses bandelettes qui avaient donné des douleurs chez les femmes. Ça l'a passé à plusieurs reportages. Donc, dans ce volet-là, il y a eu des équipes de physiothérapie qui ont été mises sur pied dans les différents centres hospitaliers pour prendre en charge les femmes qui ont eu des chirurgies de bandelettes Hmm. pour l'incontinence urinaire et qui ont développé des douleurs. Donc, on voit que ça commence à rentrer. Ouais, il y a ce réflexe-là un peu plus développé, là. Oui. Puis ça ressemble à quoi l'efficacité, tu sais, des traitements en incontinence urinaire? On en parlait un petit peu là, juste Ouais. avant l'entretien. Là. Ça ressemble à quoi l'état des connaissances actuelles? Bien, en fait, c'est près de 80% d'amélioration de l'incontinence urinaire et ça sert à rien que je nomme toutes les associations qui le Ouais, mettent qui en valeur l'appuient, parce là. qu'en fait, c'est dans tous les consensus internationaux traitant de l'incontinence urinaire Mhm. dans les plus grandes sphères scientifiques, le traitement de première ligne pour l'incontinence urinaire, c'est le renforcement des muscles du plancher pelvien supervisé, donc via le physiothérapeute ou Mhm. quelqu'un qui a une expertise là, en plancher pelvien. C'est la thérapie de première ligne. C'est excessivement efficace autant pour l'incontinence urinaire d'effort, donc quand on tousse, quand on éternue, quand on soulève quoi que ce soit, un objet du sol et qu'on a des fuites, mais c'est efficace aussi pour les urgences urinaires, donc les fuites qui arrivent dans un contexte où on a une envie très, très rapide. Mhm. L'exemple le plus typique, c'est d'arriver à la maison, de débarrer la porte et là, l'envie nous prend puis on a de la misère, il faut tout lâcher, il faut courir à la Mhm. toilette. Donc ça, ce phénomène-là... Le cerveau est Ouais, attentif. un petit réflexe conditionné avec la poignée. Ouais. Donc, ce phénomène-là aussi répond très bien à la physiothérapie périnéale, là. Tu parlais dans le top 3, là, on a parlé douleur sexuelle, incontinence, prolapsus. Qu'est-ce qui mène à un prolapsus qui est, en termes familiers, la descente d'organes? Puis, Ouais. grosso modo, ça ressemble à quoi les interventions disponibles? Mhm. La descente d'organes, il faut le voir vraiment de deux manières. C'est-à-dire que le plancher pelvien, c'est l'espèce de support musculaire qui ferme le bassin. Ouais. Et les organes se déposent indirectement à l'intérieur du plancher pelvien, mais sont quand même attachés via des ligaments dans toute l'enceinte abdominale. Fait qu'il y a quand même, ce n'est pas que le plancher pelvien qui est responsable de retenir tous les organes. Il y a un volet ligamentaire à tout ça. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent pourquoi une femme va développer des descentes d'organes. Une atteinte des ligaments, premièrement. Donc, quelqu'un qui va avoir un accouchement très traumatique où il va pousser énormément.
ben oui, c'est possible d'étirer puis de créer un dommage réel au niveau des structures ligamentaires. On a parlé tout à l'heure de la baisse d'estrogène. Donc, la baisse d'estrogène va avoir un effet sur les ligaments. Donc, c'est certain qu'une diminution de l'estrogène sur une période très prolongée, il y a des femmes qui ont de l'aménorrhée primaire, donc qui ont vraiment une absence de menstruation, qui ont vraiment un déficit hormonal qui fait en sorte qu'elles n'ont jamais eu de cycle hormonal normal, là, chez une femme, comme on va retrouver chez une femme qui n'a pas cet enjeu-là. Elles vont être plus prédisposées à avoir un enjeu aussi au niveau des descentes d'organes et la qualité du collagène va jouer beaucoup. Donc, il y a un facteur héréditaire, il y a un facteur génétique sur le type de collagène. Donc, si on atteint le volet collagénique, les ligaments, peu importe la manière, on est à risque de se retrouver avec une descente d'organes. Et l'autre volet, c'est le volet musculaire. Plus que le muscle va perdre la force, voyez-le un peu comme un bateau sur l'eau. Si on enlève l'eau en dessous du bateau, les amarres qui tiennent le bateau au quai vont finir par s'étirer. C'est nos fameux ligaments. Donc, le bateau va descendre et va créer une fameuse descente d'organes. Fait il faut une bonne combinaison entre un muscle très fort et des ligaments solides pour assurer de ne pas avoir de descente d'organes, et une combinaison de faiblesse d'un côté ou de l'autre va amener une descente. Puis à ce moment-là, l'intervention en physiothérapie musculo-squelettique, en rééducation périnéale, ça va être d'aller optimiser cette fonction du plancher Oui, pelvien. oui. Quand est-ce qu'on est rendu à d'autres interventions médicales? Parce que tu parlais tantôt, la chirurgie est souvent quelque chose comme étant vu comme la seule solution. Oui. Est-ce que c'est surtout dans le contexte de descente d'organes qu'on associe cette intervention-là qui est plus invasive? C'est certain que d'emblée, et ça, c'est une tendance là, qui commence à émerger, il y a de plus en plus d'études sur l'efficacité de la physiothérapie sur les enjeux de descente d'organes. Donc, inévitablement, les descentes d'organes augmentent avec l'âge à cause de l'atteinte du collagène, à cause aussi de l'atteinte en fait, du stress de la vie, des facteurs de risque qui se sont additionnés. Donc, inévitablement, il y a de plus en plus d'études qui montrent l'efficacité de la physiothérapie pour réduire les descentes d'organes de bas grade, c'est-à-dire qu'il y a 4 grades, grade 1 à 4 de descente d'organes. Donc, les grades qui sont un petit peu plus petits, le fait de renforcer la musculature du plancher pelvien va donner une espèce de petit lifting au niveau des organes. Donc, on va avoir un effet de lifting qui va être présent, une réduction des symptômes significatifs et oui, visuellement, une amélioration aussi des prolapsus. Dans les descentes qui sont plus importantes, là, on parle vraiment là, d'une vessie, d'un rectum, d'un utérus qui est extériorisé. Mais là, il ne faut pas se mentir, même si on renforce le plancher pelvien, on va se retrouver quand même avec des ligaments qui ont été affectés. Et dans ces cas-là, oui, on va quand même passer par un renforcement parce que c'est inévitable, mais souvent, on va compenser avec l'utilisation de petites orthèses, entre autres des pessères. Là, c'est un peu comme des tampons en silicone de toutes sortes de formes qui vont être utilisées chez les femmes pour essayer d'optimiser, en fait, de pallier à une absence ligamentaire. Donc ça va être un adjuvant à une chirurgie, par exemple. Donc, c'est toujours notre choix numéro 2 qui est proposé. Et si, ultimement, tout ça ne fonctionne pas, oui, il va y avoir possibilité de s'en aller vers une chirurgie. Mais la problématique qu'on a, c'est que les chirurgies n'ont pas non plus une durée de vie très longue. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font concrètement en termes d'intervention chirurgicale? En fait, c'est vraiment comme un redrapage des muqueuses. Fait que même, ils vont aller attacher, par exemple, le fond vaginal avec des ligaments près du sacrum pour essayer de créer une espèce de colpo-suspension. Donc, on suspend les organes par des ligaments. Le problème, c'est que ça se réétire, surtout si on n'a toujours pas un plancher pelvien qui est fort. Ouais, c'est ça. On ne change pas notre mode de vie. Donc, il y a quand même, là, si ma mémoire est bonne, entre 30 et 40 d'échecs de récidive de ces prolapsus-là après 3 ans seulement. Donc, il y a quand même un haut taux de chirurgie qui doit être refait. Et à un moment donné, il y a une limite parce qu'on travaille dans du tissu cicatriciel quand même. C'est des grosses chirurgies, là. Il y a un temps de convalescence. Donc, c'est jamais notre choix numéro 1. Ça va être notre décision finale si la physiothérapie et l'épaisseur n'ont pas été efficaces. Puis j'imagine aussi, il faut quand même considérer les risques-bénéfices de la chirurgie parce que dans le fond, n'importe quelle intervention chirurgicale peut amener d'autres problématiques, ne serait-ce du fait qu'on a de la cicatrisation, on affecte des muscles, on ne veut pas développer des douleurs non plus. C'est ça, exactement. Fait que c'est toujours à considérer, à savoir quel est le bénéfice que je vais en tirer par rapport aux potentiels effets secondaires. Mais assurément que l'intervention d'optimiser la fonction du plancher pelvien va
peut-être minimiser ou maximiser les chances de la réussite post-chirurgie, j'imagine? Oui, on n'a pas d'études claires encore OK. qui montrent que le fait de faire C'est plausible, mettons, ça c'est plaît à l'esprit, oui, ça plaît à mais l'esprit, ça serait très logique. Moi, j'ai ouais. l'impression qu'on va finir par le démontrer. À l'heure Mmh. actuelle, il y a eu quelques petites études, OK. pas assez de grandes populations pour prouver qu'il y a une efficacité sur la physiothérapie préventive au volet chirurgical. Ça serait très logique de Mmh. croire à ça. Ce qu'on sait par contre, c'est que notre approche chirurgicale a changé. Je dis notre approche, évidemment, je parle Ouais. de façon très scientifique générale. Anciennement, par exemple, pour une femme qui avait une descente d'utérus, on retirait l'utérus. Donc, c'était assez simple. On retirait l'utérus, on fermait le fond vaginal et ça réglait le problème. Mais on se rend compte avec les années que le fait de retirer l'utérus et le col de l'utérus, on affecte énormément de stabilité ligamentaire parce que Mmh. l'utérus est très fermement accroché au bassin. Donc, ce sont des ligaments solides qui maintiennent le col en place. À partir du moment où on enlève cet organe-là, eh bien, on s'assure de développer quasiment dans les prochaines années des descentes de vessie ou des descentes de rectum. Donc, la Ouais. mentalité commence à changer par rapport à ça. On n'enlèvera plus d'utérus à moins d'avoir vraiment passé par un processus très, très serré où on va sélectionner les patientes qui sont, comme tu le disais, Alexis, vraiment en pesant le pour et le contre. Ouais. Est-ce qu'on prend le risque de se retrouver avec une descente plus grave? Donc, ça va être maintenant beaucoup mieux évalué, là. Comme on devrait faire, en fait, pour n'importe quelle chirurgie en musculo-squelettique, toujours les risques versus les Ouais. bénéfices qu'on peut en tirer, là. Oui, exactement. Oui. Hem, Ce que je mentionnais, tu as dit qu'on n'a pas les études encore pour dire que de faire de la physiothérapie préventive améliore le résultat de la chirurgie, mais est-ce qu'on a des données par rapport à lorsqu'on fait une chirurgie pour une descente d'organes, de faire la physiothérapie ensuite, tu sais, pour optimiser la fonction du plancher pelvien? Est-ce que ça, on a déjà comparé pour voir le bénéfice que ça a? Bien, ce qu'on sait, c'est qu'on va récupérer plus rapidement. OK. Donc, si on commence une rééducation Ouais. périnéale, généralement, c'est 3 mois après une chirurgie de cette ampleur-là, parce qu'il faut laisser quand même le temps au tissu de guérir. Mmh. On va récupérer plus rapidement notre fonction. Donc, il n'y a pas d'études à très long terme pour dire que 12 ans plus tard, ça a définitivement valu la peine. Mais je pense que logiquement, encore une fois, ça serait très plausible de croire que le renforcement combiné au changement des habitudes de vie nous donnerait vraiment une issue qui est plus positive que quelqu'un qui n'a rien fait. Ouais. Mais à court terme, il y a une amélioration plus grande, au même titre qu'une femme qui est dans un contexte de grossesse, qui va faire son entraînement du plancher pelvien, va avoir aussi une récupération post-accouchement qui va être beaucoup plus courte par rapport à une femme qui est arrivée à un accouchement pas préparé finalement. Ouais. Puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les bénéfices des effets à court terme de certaines Oui, interventions parce que, tu sais, pour une chirurgie, même si après 2 ans, tout le monde est pareil, que tu aies eu un accès en physiothérapie ou pas, ben, tu sais, si la qualité de vie est rapidement améliorée à 3 mois, tu sais, ça en dit beaucoup sur le bénéfice à court terme d'avoir l'intervention, là, tu sais. absolument. Parce que, mettons, pour faire un parallèle, un épisode de mal de dos aigu, tu sais, que les gens aillent en physio ou non, en moyenne, 1 an plus tard, tout le monde va être revenu à peu près bien, là, tu sais. Mais la vitesse à laquelle la qualité de vie, la fonction peut revenir rapidement, d'avoir consulté un physiothérapeute qui te guide sur quoi faire, évidemment que ça a une plus-value. Fait que même si ça a juste un effet très bien démontré en 1 mois ou 2 mois, ben, c'est une énorme différence sur la qualité de vie des gens, là, tu sais. Oui, puis on le voit beaucoup aussi avec une autre clientèle, les hommes qui consultent pour les chirurgies de prostate. Mhm. Tu sais, à long terme, on n'a pas un changement majeur, mais effectivement, on a une récupération plus vite de l'incontinence urinaire, entre autres. C'est un symptôme majeur là, en Ouais. post-chirurgie quand on est 2 ans à devoir porter des protections importantes. Fait qu'effectivement, ça fait partie d'un petit effort pour quand même une amélioration de Ouais. la vie, là. Ouais. Sur le troisième volet des douleurs sexuelles qui peuvent être amenées par tous ces changements au niveau de la ménopause, la chose logique que j'ai en tête, c'est tout le changement au niveau structurel des tissus, là, tu Ouais, sais, au niveau de ouais. la qualité des tissus, la sécheresse Mhm. des tissus. Est-ce que c'est l'élément clé qui amène les gens à avoir des inconforts aux relations sexuelles, des difficultés aux relations sexuelles? Oui, vraiment, physiquement, on va observer un changement de la muqueuse. Donc, la muqueuse va devenir beaucoup plus fragile. La muqueuse va perdre un peu ses rugosités, sa coloration. Donc, ça finit par faire une peau qui devient très blanchâtre, très exempte de toute rugosité. Fait qu'on voit que cette atrophie-là euh, est
sous-tendu à ça, vraiment un phénomène inflammatoire, hein, parce qu'on a parlé de Mhm. la réduction Ouais. des estrogènes. Donc, on a vraiment un tableau très propice à un développement d'inconfort lors des relations sexuelles, mais aussi au quotidien. Donc, la friction, la tolérance aux sous-vêtements, tout ça va devenir vraiment plus embêtant et généralement, les gens vont consulter là, pour ces genres pour ces symptômes-là qui deviennent vraiment embarrassants. Démangeaisons. Des fois, les gens vont vraiment le nommer comme une impression constante d'avoir une infection vaginale ou une infection urinaire. Donc, ça va être vraiment très, très Mhm. envahissant là, au quotidien, là. Puis j'imagine aussi ces phénomènes-là, comme c'est une région qui est très intime, qui est délicate, qui est intime justement, ça peut amener peut-être une réaction un peu plus, comment dire, à défaut d'avoir un meilleur mot, réactif du système nerveux, tu sais, dans Mhm. le sens que ça peut être peut-être plus facile de sensibiliser le système nerveux quand on a des douleurs, des inconforts, des intolérances dans cette région-là. Fait que c'est comme si le système nerveux perd sa capacité à s'adapter à cette stimulation-là aussi, là. Oui, puis un problème majeur qu'on rencontre, c'est que les gens vont le tolérer parce qu'il y a le malaise de le nommer, parce qu'il y Ouais. a le malaise d'aller rencontrer un professionnel et il y a l'impression aussi qu'il n'y a rien à faire. Donc, souvent, les femmes vont tolérer des relations sexuelles douloureuses pendant longtemps avant d'intervenir, mais effectivement, de tolérer une relation sexuelle douloureuse, ça met le système nerveux en Ah, alerte. ouais, exact. Et là, on rentre dans un cercle vicieux où on va créer de la tension musculaire, une diminution de la Mhm. vascularisation, plus de douleur, plus d'irritation, plus d'atrophie. Fait qu'il y a ce phénomène-là aussi où les femmes, on est bonnes pour endurer de la douleur longtemps, surtout lors des relations sexuelles, parce que ça peut quand même bien se camoufler. Fait que ça, je pense que c'est un point aussi sur lequel axer. C'est pas normal d'avoir ces douleurs-là. Et vraiment, la physiothérapie a fait des petits miracles, là. Des fois, c'est pas beaucoup de traitement, puis on améliore de façon significative, ne serait-ce que par des exercices, des conseils à la maison, ce confort-là. Donc, c'est généralement physiothérapie combinée ou non à certaines médications Mhm. qui peuvent aider là, de façon vraiment importante. Fait que c'est quoi justement ces autres interventions-là pour la sécheresse, tu sais, mettons Ouais. des muqueuses à ce niveau-là? Y a-t-il des interventions médicales? Y a-t-il d'autres choses des adjuvants à la thérapie qu'on doit inclure? Bon, si on regarde juste le volet sécheresse, atrophie, euh, c'est certain qu'au quotidien, ces femmes-là qui sont malaisées, si ce n'est que lors des relations sexuelles, ce qui n'est pas quand même négligeable, mais si les inconforts sont en relations sexuelles, on va tout d'abord suggérer l'utilisation d'un lubrifiant parallèlement à la physiothérapie. Donc, des exercices d'étirement, des exercices d'assouplissement. Des fois, on va utiliser aussi des dilatateurs qui sont finalement un peu comme un vibrateur dont la fonction de vibrer est optionnelle, Mhm. évidemment. Et l'objectif, c'est de créer une augmentation de la vascularisation puis un mouvement dans cette région-là. Donc, les femmes ont des exercices à faire à la maison et aux relations sexuelles, on va suggérer l'utilisation d'un lubrifiant. Pour celles qui ont des inconforts un petit peu plus au quotidien, tu sais, malgré qu'il n'y a pas de relation sexuelle, on n'est pas confortable, on sent une sécheresse au quotidien, là, on peut ajouter l'utilisation d'un hydratant vaginal. Donc, l'hydratant vaginal a comme fonction, en fait, de garder quand même la muqueuse hydratée, même s'il n'y a pas une application qui est faite de façon quotidienne. Donc, c'est généralement 2 fois par semaine où on va appliquer un hydratant. Et là, ça peut être un hydratant à base d'huile, un hydratant à base d'eau. Sinon, il y a l'utilisation de crèmes estrogéniques. Donc ça, on sait dans la littérature que c'est ce qui est le plus efficace parce qu'évidemment, là, on ajoute de l'estrogène ou des androgènes Ouais. localement. Donc inévitablement, ça va se fixer sur les récepteurs estrogéniques des muqueuses, du plancher pelvien, puis améliorer vraiment microscopiquement parlant la qualité de la muqueuse, chose qu'un hydratant ne fera pas. OK. Il va camoufler les symptômes, mais il n'y aura pas un changement anatomique, visuel, histologique, alors que l'utilisation des hormones va aider. Euh, donc, pourquoi est-ce que tout le monde ne prend pas des hormones? Il y a des gens qui sont des fois contre-indiqués ou qui ne veulent pas prendre ce type d'hormonothérapie-là. Faut quand même rassurer la population et ça, je pense que c'est important, Alexis, de le dire parce que pas plus loin que la semaine dernière, il y a eu le FDA aux Ouais. États-Unis qui a levé en fait l'obligation d'inscrire sur les crèmes estrogéniques là, l'espèce de petite boîte noire préventive comme de quoi les hormones pouvaient augmenter le risque de cancer et tout ça. Donc, ça a été levé aux États-Unis. Donc, c'est une question de temps avant que ça traverse les frontières, évidemment. Donc, la philosophie entourant l'utilisation de l'hormonothérapie topique, dans ce cas-ci pour la sécheresse, on est vraiment ailleurs, là. On le sait qu'il y a très peu d'absorption systémique. Donc, en général, il n'y a pas vraiment d'effet. Quand c'est Ben c'est ça, cancérigène, il mettons. y a pas d'effet majeur là,
en fait, à craindre par rapport à l'utilisation de ça, surtout considérant que c'est le traitement le plus efficace. Là, Oui, encore une fois, dans notre ratio de risque-bénéfice, ouais, quand les bénéfices sont élevés, ouais. s'il y a de petits risques, des fois, ça peut être négligeable, dépendamment de quoi on parle. Là. Oui. Puis là, il y a des nouvelles molécules aussi qui se prennent par voie orale pour aider au niveau vaginal pour améliorer cette Mhm. espèce de sécheresse-là, des modulateurs sélectifs des récepteurs estrogéniques, entre autres, qui vont être prescrits pour celles en fait qui sont contre-indiquées à l'utilisation de l'hormonothérapie typique, malgré qu'il y a des contre-indications qui demeurent. Et sinon, ben, il y a évidemment des produits naturels, donc toutes sortes de produits, de crèmes, où là, on a peu de données probantes, Mhm. malheureusement. Donc, moi, ça, c'est pas mon domaine, évidemment. J'ai le goût de dire qu'il n'y a pas encore de recommandation qui va dans ce sens-là. Même de plus en plus, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de produits irritants à l'intérieur de tout ça qui font en sorte que les femmes vont réagir je veux dire, pendant toute l'utilisation du produit à cause de l'irritation causée par Ouais. les additifs qui sont dans ces produits-là. Donc, à prendre quand même avec modération. Il faut garder quand même notre ligne de conduite là, avec ce qui a été documenté. Là. Est-ce qu'il y a des choses, des produits que les gens mettent fréquemment dans cette région-là qui sont vraiment, tu sais, des noms, là, tu sais, des choses que des fois on voit qui sont publicisées, soit sur les médias Ouais. sociaux, soit de bouche à oreille. Les gens ils disent essaye ci, essaye ça. Parce que c'est quand même populaire l'idée d'aller en pharmacie prendre quelque chose sans consulter personne en vente libre. Fait qu'entre autres, les produits naturels, ça rentre dans cette option-là pour Ouais. les gens. Mais y a-tu des choses vraiment que tu sais, c'est pas une bonne idée? Ben, en fait, là, on en voit beaucoup sur le web, hein, Ben TikTok oui, et ben c'est ses ça, amis, c'est là à ça que là. je pense Ouais, il principalement, y en là. a il y en Beaucoup de a énormément. désinformation dans ce domaine-là. Oui, beaucoup de désinformation, beaucoup de mythes aussi sur la propreté vaginale, Ouais. donc des douches vaginales, l'utilisation, entre autres. Il fut une époque, Alexis, en 1939, puis je me rappelle très bien de la publicité que j'ai trouvée en faisant mes recherches, où on suggérait même aux femmes d'utiliser du Lysol pour laver les organes génitaux. Lisa, l'espèce de Febreze, là. Ouais, le Lysol. Wow. Donc, on comprend qu'on est ailleurs, mais il reste quand même une espèce de petit souvenir de ces anciennes pratiques-là. Donc, tout produit irritant doit être absolument évité. Et on a le concept, en fait, qu'on a vu récemment apparaître sur les réseaux sociaux avec les huiles essentielles, Ouais. donc des bains de vapeur où les femmes s'assoient sur une espèce de casserole d'eau bouillante où on met des huiles essentielles puis on fait infuser ça au niveau vaginal. Premièrement, il faut savoir que si on s'assoit sur une casserole, le vagin ne s'ouvrira pas à la demande. Donc, il va avoir un risque de brûlure externe bien avant que la Ouais, c'est ça, vapeur... c'est super dangereux, là. C'est super dangereux. On n'a pas d'avantage du tout à faire ça. Puis c'est pas normal non plus que l'intérieur du vagin sente la lavande. On va se dire Ouais, les effectivement. vraies choses. C'est Là. pas fait Donc, pour ça. c'est pas fait pour ça. Fait que ce genre de produit-là, c'est à éviter. Il y a toutes sortes de recettes aussi qu'on va voir apparaître, des théories comme de quoi l'ail va aider contre les infections vaginales. Fait que les gens vont insérer des gousses d'ail en vaginal. Donc, rien dans la littérature qui Mhm, documente ça. Même chose au niveau des oignons pour les verrues génitales. mhm. Rien qui documente ce genre de pratique-là. Et là, on tombe dans la sphère quand même assez cocasse où là, on voit apparaître sur les réseaux sociaux toutes sortes de techniques pour améliorer l'odeur des sécrétions vaginales, le goût des sécrétions vaginales. Donc, il y a beaucoup de marketing fait autour de ça. Rien de scientifique, on se le dit, là. Donc, des produits qui sont faits à base de jus d'ananas, de probiotiques Ouais. et de jus d'ananas, probiotiques et je me rappelle plus, 3 produits à l'intérieur de ça, vitamine C, me semble. Et finalement, c'est pris par la bouche et ça aurait pour effet d'améliorer l'odeur et le goût des sécrétions vaginales. Donc, on s'entend, on est loin d'avoir des données probantes sur ça. Je pense qu'avant de perdre notre argent, il faut vraiment, si on constate qu'il y a des mauvaises odeurs ou qu'il y a un enjeu, souvent c'est bactérien, ça doit être adressé Ouais. à un médecin pour vraiment qu'il y C'est ait ça des l'affaire. cultures de fait. Là. Ouais. Ouais. Surtout quand les gens voient une odeur qui est inhabituelle. C'est pas normal. Non, c'est ça. C'est ça, oui. L'odeur de base est normale, mais un changement d'odeur, faut pas trop essayer de s'auto-médicamenter. Puis il y a une statistique que je trouve quand même hyper percutante, c'est qu'en santé urogynécologique, c'est le 2e domaine après la psychiatrie où il y a le plus d'études scientifiques qui sont faites actuellement pour démentir les mauvaises pratiques et les mythes. Ah ouais. Donc, ça montre à quel point, autant en psychiatrie qu'en santé urogynécologique, les gens vont essayer toutes sortes de choses pour s'améliorer avant de consulter. Je pense que le mot d'ordre demeure, ça prend une évaluation médicale, il faut s'assurer de ne pas mettre n'importe quoi. C'est pas anodin, c'est une muqueuse qui est fragile, puis on peut vraiment entraîner toutes sortes de séquelles. Ouais.
Sur les médias sociaux, pour continuer dans cette ligne-là, il y a le phénomène des gummies, là, Mmh. les jujubes que les gens vont prendre. Je pense que c'est du collagène que les gens prennent ou il y a peut-être deux choses En fait, il y a différentes. 2 choses. Les OK. gummies, c'est ce que je disais avec le jus d'ananas, la vitamine OK, C, les c'est sous probiotiques. forme de gummies C'est qui sous vont être forme de vendus. gummies. L'autre chose, c'est le collagène, Mhm. évidemment, qui fait vraiment, vraiment, là, c'est la panacée avec le collagène, la popularité. Bon, ce qu'on sait sur le collagène d'un point de vue général à l'heure actuelle, c'est qu'il y a le collagène qui est fragmenté et le non fragmenté. Donc, le collagène fragmenté est en fait, lignée de peptides, donc mieux absorbé. Il va être absorbé tel quel sous forme de collagène. Et oui, lui, il va avoir un effet au niveau des fibroblastes de façon directe pour augmenter la production de collagène. Alors que le non fragmenté va être décomposé en acides aminés et va servir à produire toutes sortes de protéines autres que le collagène, par exemple. Fait qu'il passera même pas le système digestif En fait, sous sa forme de ça collagène, va finalement. devenir un ajout de protéines, C'est ça. littéralement. Ouais. Le collagène qui est pris sous forme fragmentée, lui, va produire réellement un collagène selon les dernières études qui ont été faites d'ailleurs pour les résultats davantage au niveau cutané. Là, c'est là où on a eu le plus grand nombre d'études qui ont été faites. Donc, ça semble être quand même intéressant pour certaines molécules. La question qu'il faut se poser, parce que ça, c'est ce qu'on a vu apparaître sur le web, c'est on commence à dire, bien là, arrêtez de faire vos exercices de renforcement du Ouais. plancher pelvien, prenez du collagène et prenez Ouais. des protéines simplement, puis ça va faire le travail de récupérer votre muscle. On n'est vraiment pas là. Là, ce qu'on sait, c'est que oui, ça pourrait aider à augmenter le collagène, mais est-ce que ça va se diriger au plancher pelvien? On le sait pas. Et même si on augmentait le collagène au niveau du plancher pelvien, au niveau de son absorption, puis on réintégrait un meilleur collagène, est-ce que nécessairement ça va faire une meilleure force musculaire et réduire l'incontinence urinaire? Ce lien-là, on n'est pas capable de le dire à l'heure actuelle. Il y a eu quelques études, mais c'est des études beaucoup trop petites, beaucoup trop faibles pour en faire une conclusion, mais quelques études qui ont montré que les femmes qui prenaient du collagène fragmenté et qui faisaient le renforcement du plancher pelvien avaient de meilleurs gains au niveau de la force que des femmes qui faisaient que leur renforcement du plancher pelvien sans collagène. Mais dans les deux cas, on a du renforcement du plancher pelvien. Fait qu'on Donc, n'est pas rendu à un niveau de données pas du probantes tout. qui nous permettent de dire avec confiance que que ça doit être dans notre top intervention. Oui, je pense pas que ce soit nuisible d'ajouter un bon collagène. Encore faut-il s'assurer qu'il n'y a pas toutes sortes de produits Ouais. additifs. Fait que je pense qu'on peut se nuire si on ne choisit pas un collagène de qualité. Est-ce qu'on investit dans un collagène d'emblée à l'heure actuelle? On peut l'essayer, mais à savoir, hors de tout doute que ça va augmenter nos bénéfices à la fin, on n'est pas là. Peut-être que dans Ouais. 2 ans, on se dira autre chose, mais pour l'instant, on n'est pas là. Surtout si, au profit de faire ça, on se prive d'une intervention qu'on sait qui fonctionne. Tu sais. Absolument. Parce qu'un peu dans notre pyramide Oui. pour construire, mettons, notre meilleur plan de traitement, Oui. mais il faut quand même que nos blocs fondateurs en bas soient solides. Oui. Fait que si la petite pointe de la pyramide, c'est notre collagène, mais qu'on n'a pas la base de notre pyramide, c'est un coup dans l'eau. Là. Puis je pense que c'est exactement la voie dans laquelle il faut aller. Mhm. Les données probantes sont claires sur le renforcement du plancher pelvien, sur les exercices d'étirement, sur la normalisation de la muqueuse. Ouais. Le collagène, on n'est vraiment pas dans ce type de données probantes-là. Donc, commençons par ce qui a été documenté, évidemment. Là. Je reviens à l'hormonothérapie. Oui. C'est qui tes alliés dans les équipes, mettons, de travail en multidisciplinarité pour t'assurer d'une prescription adéquate? Parce que comme physiothérapeute, tu ne fais pas de prescription de médication. Fait que tu sais, quand tu dois travailler en équipe, collaborer pour qu'il y ait prescription de médication ou quelconque, comment tu gères ça? Ça ressemble à quoi la collaboration? Généralement, c'est soit les IPS-PL, donc les infirmières cliniciennes, praticiennes spécialisées qui sont Ouais. vraiment habilitées à faire ce type de prescription-là. Sinon, les médecins de famille également, gynécologues, ils sont très réceptifs à l'opinion du physiothérapeute. Donc, dans un contexte où on traite une femme, par exemple, qui a un syndrome génito-urinaire avec une sécheresse, le fait de le mentionner, de suggérer, par exemple, l'addition d'une crème estrogénique, c'est généralement bien reçu. Là où il faut faire attention, c'est sur l'ajout d'une hormonothérapie systémique, c'est-à-dire l'hormonothérapie qu'on prend par la bouche ou transdermique sous forme de gel, qui est souvent une hormonothérapie combinée avec estrogène, progestérone. Ce type d'hormonothérapie-là, bien que ce serait logique de croire que ça l'aide, par exemple, au niveau de l'incontinence urinaire et des prolapsus, présentement, dans la littérature, on voit que les femmes qui utilisent, en fait, qui sont sous hormonothérapie systémique vont avoir un peu plus d'incontinence urinaire. Et ça, c'est très contre-intuitif. Puis ça, c'est important à savoir parce que des fois, les femmes veulent s'aider. Ils vont débuter une hormonothérapie systémique et là, les fuites d'urine vont empirer. Donc, les symptômes peuvent s'empirer des fois. Les symptômes peuvent s'empirer pour certaines personnes. Et la raison pour
pour ça. C'est pas encore hyper bien documenté, mais ce qui est suspecté, c'est qu'il y aurait le fait de prendre un estrogène qui est exogène, donc qui est pas produit par nous directement, pourrait modifier la sensibilité des récepteurs estrogéniques au niveau de l'urètre et au niveau du plancher pelvien, de sorte que, comme la sensibilité va être réduite, l'estrogène va être moins efficace localement. Fait que c'est comme si on biaise, en fait, on diminue encore plus notre capital estrogénique dans cette région-là, pour une raison qu'on ignore, mais ça semble être l'hypothèse la plus plausible. Donc, la solution à ça, est-ce qu'on arrête l'hormonothérapie? Bien évidemment que non. Par contre, on peut ajouter des crèmes estrogéniques locales ou des produits androgéniques là, sous forme de capsules intravaginales qui vont donner un estrogène local et qui, elles, vont avoir un effet positif pour recadrer cette perte-là de continence urinaire. Mais je pense que c'est un volet qui est important parce que des fois, ça peut être décourageant de vivre ça, mais oui, il existe quand même des solutions là, pour empêcher que ce phénomène-là se produise. Donc, il y a pertinence d'avoir un certain suivi pour voir c'est Faut quoi un la suivi. réaction, puis de pas juste prescrire, puis qu'on retourne Ouais. à la maison avec ça. Oui, puis les physiothérapeutes sont habilités à faire cette analyse-là, puis à dire, Ouais. ah bien, d'essayer de trouver il est où le point culminant où il y a eu amélioration ou aggravation des symptômes et essayer de remonter ou ça, puis de collaborer avec le médecin là, pour ajuster. Là. Généralement, c'est très bien reçu. Fait qu'est-ce que habituellement, quand ça arrive, ces cas-là, c'est qu'il y a amélioration plus des symptômes autres, comme Oui, chaleur, absolument. sueur, Ah, ben oui, ça, c'est mais certain. au niveau Oui, musculo-squelettique, santé pelvienne, oui, là, ça peut nuire. absolument. Fait qu'il y a Oui, comme ce risque-bénéfice, encore une fois, l'équilibre là, à trouver. oui, Là. puis la raison principale pour laquelle l'hormonothérapie est prescrite, c'est pour les bouffées de chaleur. Donc, OK, c'est c'est ça. la raison principale. Fait qu'effectivement, les bouffées de chaleur sont plus là, mais oups, il y a un petit peu plus d'incontinence urinaire qui apparaît. Fait que c'est certain que c'est l'envers de la médaille. Donc, on n'arrête pas l'hormonothérapie, il faut juste le compenser, autrement. OK, je comprends bien. Dans le parcours médical des femmes, souvent, puis tu sais, ça, c'est quand même général en médecine, en santé de la femme en soi. Souvent, il y a une espèce de parcours de la combattante pour arriver finalement au bon endroit où un peu doit revendiquer mettons, sa volonté d'être bien traitée ou Oui. d'identifier des traitements adéquats. Ce qui amène un peu des fois de nomadisme médical, je vais dire. Là. Fait que on a vu un médecin, après ça, un gynécologue, un autre, un expert, un ci, un ça. Qu'est-ce que toi, tu vois comme dans ce phénomène-là? Ça fait-tu partie, dans ton expérience clinique, de voir un peu des gens qui se font promener à gauche et à droite, puis que ça augmente justement le délai avant de recevoir les bonnes interventions adéquates? Oui, absolument. Ils disent, il y avait des données, là, si ma mémoire est bonne, là, par rapport aux douleurs sexuelles, entre autres, pas spécifiquement aux douleurs de type atrophique, mais aux douleurs sexuelles de façon générale. En moyenne, les femmes vont consulter 6 médecins ou professionnels avant d'avoir un diagnostic. Donc, il y a quand même beaucoup de consultations qui mènent souvent à rien ou qui sont peut-être je veux pas dire mal évaluées, mais peut-être Ouais. mal jugées. Au niveau des symptômes relatifs à la ménopause, à la périménopause, à la période postménopausique, l'enjeu est souvent aussi que les femmes elles-mêmes vont mettre en fait, le blâme sur des symptômes, sur des situations extérieures à la ménopause. Donc, OK, les femmes ouais. sont bonnes aussi pour se dire, malheureusement, ben si je suis fatiguée, si j'ai cette espèce de flou mental-là, ça doit être parce que je travaille trop, j'ai des ados à la maison, ma situation familiale est plus difficile, je fais des longues heures au travail. Fait, il va y avoir facilement une espèce de déviation des causes vers des situations de la vie personnelle, alors que des fois, ça pourrait être vraiment adressé s'il y avait un profil hormonal qui est fait ou simplement un questionnaire qui vaut la peine d'être fait par le médecin où lui va être en mesure de déterminer s'il y a vraiment un enjeu au niveau des symptômes. Parce que de façon générale, ce qui est recommandé avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, c'est vraiment un traitement selon les symptômes. Donc, c'est avec la discussion avec la patiente où le médecin va être habilité à déterminer si ça vaut la peine ou non d'intervenir. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de très invasif. Ça passe pas nécessairement par des prises de sang. Moi, je pense que si on regarde dans les dernières années, il y a eu une amélioration significative de ce nomadisme-là. C'est-à-dire que avant 2021, parce que je pense que ça a été assez tranchant pour moi, en tout cas dans ma pratique dans ces années-là, où avant 2021, on se retrouvait vraiment avec des femmes qui étaient souvent pas prises au sérieux par certains professionnels, par certains médecins, alors que là, avec le fameux reportage de l'Auto-Méno en 2021, on a vu une augmentation de l'intérêt sur l'hormonothérapie, mais aussi sur les symptômes entourant la périménopause et la ménopause. Et ça a commencé à semer une petite graine. Ouais. Donc, il y a eu un intérêt
intérêt général qui a été plus grand. Il y a eu aussi plus de connaissances qui ont été données à ces femmes-là qui arrivaient à leur consultation médicale peut-être un petit peu plus prêtes. Et là, on observe un intérêt qui est beaucoup plus aiguisé avec peut-être moins de ce nomadisme-là qu'on rencontrait il y a 7, 8, 10 ans. Oui, parce que ça reste qu'il y a beaucoup de symptômes qui arrivent dans cette phase-là qui sont des symptômes qu'on appelle non spécifiques, fait qu'ils ne sont pas reliés spécifiquement juste à cette condition-là. Absolument. Je pense que dans le milieu médical, probablement que le symptôme de fatigue ou de brain fog, c'est probablement que le symptôme que les médecins haïssent le plus parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent amener ça, tu sais. Ouais. Fait que ça peut être... on peut avoir le réflexe vite pour blâmer autre chose, tu sais. Ou des fois, peut-être qu'on ne s'offre pas le contexte de soins pour être capable de rigoureusement évaluer puis aller faire un diagnostic différentiel puis un peu comme une étape de protocole pour tester des choses qui sont pertinentes pour identifier des interventions, tu sais. Oui, absolument. Puis le symptôme, comme on disait tout à l'heure, de ces fameuses bouffées de chaleur-là, le traitement le plus efficace, c'est l'hormonothérapie. Donc, de passer par toutes sortes d'autres traitements, bien, c'est là où on peut se perdre parce qu'il n'y a pas beaucoup de données probantes qui montrent une efficacité des produits naturels dans ce type de symptômes-là. Ouais. Cliniquement, peut-être qu'il y a des femmes qui s'améliorent. Ça, c'est officiel. Il y a des femmes qui s'améliorent avec des produits naturels, avec tout ça. Mais est-ce qu'on peut le recommander? Est-ce que nous, comme physiothérapeutes, non, surtout pas sachant qu'on n'est pas supporté par des données probantes solides au niveau de la science. Malheureusement, ça ne peut pas faire partie de nos recommandations. Donc, il faut quand même se rapatrier sur l'opinion médicale là, dans notre cas. Ouais. Est-ce qu'au contraire, dans le monde de la ménopause ou de la santé de la femme, dans ces transitions-là, est-ce que tu observes des pratiques de surmédicalisation? Ça existe-tu aussi des pratiques de catastrophisation reliées à la condition qui amènent peut-être certaines personnes à recevoir des traitements inutiles ou de ne pas être sûr qu'on établit quels sont les besoins, les symptômes, ou au contraire, même que ça peut amener, pas au contraire, mais aussi que ça peut amener les gens à éviter de faire de l'activité physique, créer un peu de peur de mouvement relié à toute l'information qui est, disons, qui est projetée autour de cette phase-là. Bien, dans ta question, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a tout le volet marketing qu'on parlait tout à l'heure. Donc, des fois, il y a un marketing mal placé dans ce type de problème-là. À partir du moment qu'il y a un problème et que le problème fait parler, il y a une manière de faire de l'argent. Effectivement. Donc, c'est certain que la ménopause, depuis quelques années, je veux dire, c'est flagrant sur les réseaux sociaux à quel point on se retrouve avec des options complètement alternatives, non documentées et tout ça. Fait que malheureusement, partout où il y a de l'argent à faire, il y a ce phénomène-là qui s'installe. Et oui, il y a beaucoup de désinformation par rapport à ça. Donc, il y a des femmes qui vont dépenser des fortunes avec des soins qui sont zéro supportés par la littérature, supportés par la science. Donc, ça, c'est vraiment un volet qui est déplorable. Donc, oui, on a quand même beaucoup d'enseignements à faire. Et là, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que toutes ces nouvelles approches-là ne méritent pas l'attention. Il y a nécessairement des nouvelles approches qui, dans quelques années, vont nous prouver que finalement, c'était efficace. Il faut juste faire les choses avec prudence et surtout dans le bon ordre. Je pense qu'on doit commencer par les trucs qui sont démontrés efficaces et si évidemment on n'y répond pas ou pour X raison que ça ne nous intéresse pas, bien là, d'aller vers ces alternatives-là, mais il faut quand même, selon moi, marcher dans le sentier battu en premier. Oui, je suis bien d'accord. Il y a comme un ordre logique dans lequel on devrait faire les choses. Ouais. Pour conclure tranquillement, j'aurais deux dernières questions pour toi. La première, c'est, ce serait quoi tes messages clés importants, 2 à 3 messages clés importants pour les femmes qui écoutent, qui se sentent concernées par la discussion qu'on a eue. S'il y a des points clés à retenir de notre discussion, ce seraient lesquels? Moi, j'ai le goût de dire qu'il faut que les femmes soient à l'affût de ces symptômes-là. Il faut vraiment oser aborder ces questions-là. Donc, de plus en plus, on est quand même à l'ère où on soulève des tabous entourant la santé sexuelle, la santé urogynécologique. Et c'est déplorable de voir des femmes qui restent encore aux prises avec des enjeux majeurs qui limitent leur qualité de vie parce que ça a des impacts partout. Là. Il y a des femmes qui vont refuser des promotions au travail de façon importante parce qu'elles se trouvent dans des situations où elles sont inconfortables physiquement. Je pense que c'est le premier mot d'ordre. Ces problèmes-là ne sont pas normaux. Donc, d'avoir des fuites d'urine, d'avoir des descentes d'organes, d'avoir de la douleur, de l'inconfort, c'est pas normal. Ça devrait pas faire partie de l'évolution normale. Même si par le vieillissement en soi, par le fait qu'on devient ménopausé, on peut expliquer que tout ça arrive.
c'est quand même pas une finalité en soi. Donc, ça doit faire partie d'un processus. Et après ça, je reviens à notre message qu'on vient de dire, commençons par les choses de base. Donc, Ouais. aller parce que la médecine offre en premier, selon moi. C'est sûr que je suis une scientifique, donc je prêche quand même pour ma paroisse, mais j'ai l'impression qu'il y a encore, via la médecine traditionnelle, via ces outils-là, de très bonnes solutions à utiliser avant de se lancer dans toutes sortes de choses qui, peut-être vont arriver au même résultat, mais peut-être pas avec la même implication et avec les mêmes séquelles ou avec les mêmes conséquences nocives, là. Puis de l'autre côté, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont à l'écoute, que ce soit des médecins, des physiothérapeutes ou autres professionnels de la santé, qui évidemment ont des femmes dans leur bureau, dans leur Ouais. cabinet. C'est quoi les messages clés pour ces personnes-là qui traitent auprès des femmes pour toutes sortes de problématiques, pas nécessairement en lien avec la discussion d'aujourd'hui, tu sais, mais Ouais. qui doivent être à l'affût? Ce serait quoi tes messages clés? Bien, en fait, il faut rester à l'affût comme professionnel de la santé par rapport à ce qui s'offre à ces femmes-là. Tu sais, on a la discussion aujourd'hui Ouais. entre deux physiothérapeutes, mais je me questionne à quel point toutes les physiothérapeutes sont au courant de ce qu'on discute aujourd'hui. Tu sais, la physiothérapie périnéale, mais aussi d'autres professions ont énormément à offrir comme solution pour des problématiques qui sont tabous, pour des problématiques qui sont intimes, des solutions qui fonctionnent, mais il faut oser aussi se partager ces connaissances-là et avoir la curiosité comme professionnel de s'intéresser à ça. Ça ne veut pas dire de toutes les régler, mais d'avoir une femme dans son bureau qui se plaint parce pour X raison, on la traite pour une problématique d'épaule et là, tout à coup, arrive sur le sujet une douleur sexuelle. Il faut avoir cette conscience-là qu'il existe des professions qui sont en mesure de le régler sans que ça passe par nous directement. Ouais. Parce qu'effectivement, ne serait-ce que là, on parlait du volet périménopause, mais la rééducation périnéale a énormément à offrir sur beaucoup de domaines entourant l'urogynécologie, entourant la sexologie. Donc, de s'informer par rapport aux professions collatérales auxquelles on Mhm. peut Ouais. peut-être aller trouver un peu refuge là, à travers ces patientes-là qui sont démunies. Je pense que c'est de rendre vraiment un grand service à ces femmes-là. Et quand ça vient de la bouche d'un professionnel, ça donne aussi beaucoup de crédibilité. On Ouais, disait je suis que d'accord. tu sais, la référence du médecin vers un physiothérapeute va être beaucoup, même souvent plus convaincante que le patient qui vient de lui-même si le médecin lui a dit « Je vous assure que la physiothérapie est efficace pour régler vos fuites d'urine », alors que si le médecin utilise un discours du type « Bien, va essayer, on verra ce Ouais, que ça donnera. » essayer, ouais, OK? Fait effectivement. que, tu sais, dans le discours des professionnels, il faut avoir l'intelligence et la curiosité d'être peut-être à l'affût de cette réalité-là et de pas finalement, en fait, amoindrir les effets positifs que peuvent avoir ces thérapies-là, je dirais. Ouais, puis avec ce discours-là, de mettre les gens en confiance Ouais, d'emblée, parce qu'on sait que souvent, c'est des symptômes ou c'est une région qui est délicate, qui est sensible, qui ouais. est tabou pour plein de gens. Fait que déjà, si les gens sont mis en confiance, peut-être qu'on réduit les barrières à cette Oui, consultation-là. puis on n'a pas le goût d'aller essayer un traitement Ben non, gynéco. Non, effectivement, on a le goût de effectivement. savoir qu'on va faire un traitement. Déjà, c'est difficile d'aller faire ce type de Mhm. traitement-là. C'est un examen de type gynécologique. Il faut passer par-dessus notre gène. On n'a pas le goût d'être là. C'est pas des examens qui sont douloureux, mais c'est pas des examens qui Non. sont agréables. Donc, il faut que ce soit vendu un peu mieux parce que ce sont des traitements qui sont efficaces. Et surtout vendu à la hauteur de ce que les données probantes appuient, Exactement. effectivement. Oui. On a fait un très bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des points majeurs importants que tu penses qu'on n'a pas abordés? Des trucs, tu sais, des fois des petits mythes, réalités à défaire, ou est-ce qu'on a pas mal fait un bon survol selon toi? Je pense qu'on a quand même fait un bon survol. Tu sais, peut-être juste un point en finissant, faut garder en tête aussi que peu importe la gravité des symptômes, il y a quelque chose à faire. Tu sais, des Mmh, fois, les gens peuvent nous écouter nous écouter et nous dire: «Ah ben moi, je suis passée ailleurs, j'ai vraiment des fuites plus importantes, j'ai vraiment une descente plus grande» et la physiothérapie périnéale, n'a pas cette limite-là. Peu importe l'âge de la personne, on va pouvoir s'améliorer et même, il y a certaines données qui montrent plus d'amélioration chez des gens qui ont des symptômes plus sévères. ouais, Donc, ça veut quand même dire qu'il y a toujours de l'espoir. ouais, Les paramètres importants à garder en tête, c'est qu'on va s'améliorer tant qu'on fait nos exercices et qu'on est motivé. ouais. C'est là les deux grands points. Évidemment, quand on a aussi, quand on a une situation psychologique qui nous permet de le faire et qu'on n'a pas d'enjeu de démence, par exemple, qui nous empêche de retenir les exercices et tout ça. Mais de façon générale, si on est motivé et on le fait, ça fonctionne bien, peu importe le statut de départ dans lequel on est. Là. Fait que je pense que c'est d'ouvrir la porte à tous ces gens-là qui se retrouvent peut-être dans des zones où ils ont même plus d'espoir finalement. Ouais, tout à fait d'accord. Mm. C'est un message que je véhicule avec les douleurs musculo-squelettiques, fait que c'est bien qu'on le véhicule aussi en santé périnéale.
Pour que les gens puissent en apprendre plus, peut-être diriger les gens vers certaines des ressources que vous offrez. Entre autres, il y a votre site web, les médias sociaux. Fait que peut-être, dire à quelques endroits où les Oui. gens peuvent aller chercher plus d'informations. En fait, on a notre site web qui est bondé rempli en fait, de balados, de podcasts, de chroniques de Radio-Canada auxquelles j'ai Mhm. participé. Donc, c'est www.cigonia.com. Sinon, on est sur toutes les Instagram, les réseaux sociaux de ce monde, Facebook, etc. Et on est toujours là à un clic s'il y a des questions à info@commercialcigonia.com. Donc, ça nous fait toujours plaisir de répondre et d'être présent là, pour accompagner ces femmes-là ou ces hommes-là. Là, on est dans un sujet très féminin, mais Ouais, les hommes en font pas exception. ben là, ça ouvre peut-être la porte à se refaire un balado dans quelques temps pour parler d'un sujet qui entoure la santé périnéale chez les hommes. À suivre, Oui, éventuellement. exactement. Marie-Ève, merci beaucoup pour ton temps. Puis encore une fois, c'était toujours un plaisir de faire cette collaboration-là pour l'épisode. Puis au plaisir de se reparler dans le futur. Merci, Alexis. Merci.